Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Nous allons évoquer aujourd'hui dans cette émission le parcours d'une figure importante qui a marqué le panafricanisme. Il s'agit de Joseph Ephraim Kingsley Hayford. Certains historiens et chercheurs considèrent que le panafricanisme trouve une partie de ses origines dans les idées abolitionnistes, notamment celles qui proviennent des Amériques et qui ont touché l'Afrique de l'Ouest à la fin du XIXe siècle. Ces idées vont contribuer à internationaliser le nationalisme africain dans un contexte où le colonialisme se mettait en place. L'Afrique occidentale britannique devient très vite un espace de réception, de transformation et de diffusion des idées panafricaines venues du continent américain. Selon Hamzat Boukari Yabara, un groupe social composé d'avocats, d'intellectuels, de marchands, de journalistes, de missionnaires, de médecins, de fonctionnaires, pouvait espérer partager ou récupérer le pouvoir des mains des colons britanniques. Cette élite ouest-africaine, libérale et bourgeoise a régulièrement voulu apparaître comme la représentante du peuple en tentant de diffuser son mode de vie et ses valeurs, tout en composant avec des Européens et les groupes afro-américains. Ainsi, c'est dans ce contexte que nous assistons au lendemain de la Première Guerre mondiale à l'émergence de l'idée d'un congrès national. Il s'agit du premier parti territorial qui regroupe des élites africaines des colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et la Gambie. La figure emblématique qui va incarner cette lutte de cette élite ouest-africaine est Joseph Ephraim Kingsley Hayford. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Voilà, ce personnage qui est méconnu dans l'histoire ou bien dans l'historiographie du panafricanisme, et pourtant il était là. Oui, effectivement. C'est Joseph Ephraim, comme vous le dites, il était méconnu dans l'histoire panafricaine, alors que c'est une figure emblématique, c'est une figure clé dans tout ce qui est panafricanisme et nationalisme ouest-africain. Et c'était un intellectuel et un leader politique au sein de l'élite ouest-africaine anglophone. Ouais. Et il est né au Gold Coast. L'actuel Ghana. À l'actuel Ghana. Oui. Et il cherchait à obtenir des droits et reconnaissance face à la domination coloniale britannique. Donc, il a étudié à Fura, Bay College à Freetown, en Sierra Leone. Et il était aussi la personne qui formait, il est connu pour former les jeunes ouest-africains avant d'étudier à l'université Cambridge. Et à partir de là, il s'est engagé après, quand il est revenu à Gold Coast, à créer le GCARPS, le Gold Coast Aborigine Rights Protection Society. C'est la société de protection des droits des aborigènes de la Gold Coast qui est considérée donc comme un mouvement de contestation anticoloniale qui a vu le jour en 1897. Oui, voilà, c'est pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones et lutter contre l'injustice sociale. Donc c'était lui qui a fondé l'association après son retour, après les études. Youssouf. Oui, moi, c'est Joseph Ephraim. C'est une personne, comme vous l'avez si bien dit, méconnue de l'histoire du panafricanisme. Mais c'est une personne, moi, que j'admire beaucoup son parcours et ses idées panafricanistes et ses idées anticoloniales. Donc,
Mesura vient de nous tracer son parcours, c'est-à-dire les journalistes, les avocats, et puis c'est une personne vraiment qui C'est un activiste, un militant. C'est un activiste, un militant très engagé pour faire la promotion du panafricanisme. Donc, il a intégré le groupe de militants que vous venez de citer, qui est composé de journalistes, qui est composé des avocats, qui est composé des marchands, des intellectuels, des médecins, des fonctionnaires, pour vraiment partager les idées là qu'il a avec lui. Parce que lui, il avait à lui ses idées de l'abolition de l'esclavage, ses idées anticoloniales. Donc il a intégré ce groupe pour vraiment les partager avec eux. Et il a compris une chose aussi, parce que il a compris que cette lutte ne le concerne pas uniquement. Elle concerne toutes les colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et Gambie. Donc, c'est pourquoi il a écrit même un livre pour dénoncer la colonisation. C'est un livre anticolonial qu'il a nommé Ethiopian Abound en 1911. Donc c'est un livre où il dénonçait la colonisation, et c'est un livre aussi où il encourageait et il prie les Africains de ne pas abandonner leur culture et leurs institutions. Parce que pour lui, ce sont ces choses vraiment, ces richesses qu'on a qui sont capables de résister à la domination coloniale. Donc, moi, je pense que ce sont ces raisons qui l'ont permis aussi de rencontrer certaines figures emblématiques du panafricanisme, à savoir Webb Du Bois, à savoir Garvey, parce qu'il avait intégré UNIA aussi, l'initiative de Garvey, finalement, pour... Moi, j'aimerais revenir sur, parce que vous avez évoqué son livre, Ethiopia and Bond. Oui. C'est un livre dans lequel, justement, vont apparaître les premières, s'il vous plaît, les premières références du panafricanisme culturel. Dans ce livre, elle appelle les Africains, tous les Africains, à défendre leur culture et leurs institutions, seuls, selon lui, capables de résister à la domination coloniale. Oui, effectivement. Samuel voulait peut-être... Oui, je vais rebondir à travers une des phrases dans ce livre où il a précisé en disant l'homme noir doit se libérer de la servitude mentale, car c'est là que commence la véritable indépendance. On voit que c'était une personne, je peux dire qu'il était en avance de son époque. Oui. Parce que on est à la fin du 19e siècle, oui. C'est l'une des personnes qui a commencé avec le panafricanisme, parce que si on regarde, on peut dire que si on parle de Webb Du Bois, si on parle de Garvey, on peut dire que ils ont eu de l'inspiration en partant de Joseph Ephraim. Parce que si on regarde à travers son... C'est peut-être le contraire. Parce que d'ailleurs, l'introduction, lui, elle a été influencée justement par les esclaves affranchis, les Afro-Américains qui ont commencé vraiment à mériter. C'est-à-dire l'idée de Back to Africa avait déjà fait son chemin. Avec Marcus Garvey. Déjà, oui. Mais lui, il est allé plus dans le côté servitude mentale, parce que lui, il a compris que il y a encore un autre combat où les gens doivent encore se libérer. C'était une personne qui, si on regarde à travers son parcours comme mesure, c'est au moment où la colonisation commençait à s'installer véritablement à la fin du 19e siècle que lui, il a commencé à pointer du doigt les dangers de cette colonisation. Parce que au début, le panafricanisme, c'était de l'anticolonialisme. Tout d'abord, en Afrique, parce qu'aux États-Unis, c'était déjà autre chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui par sa lutte là qu'il menait à la colonisation culturelle, et là où il encourageait tous les Africains de ne pas abandonner leur culture et leurs richesses qu'ils en ont. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'était pendant l'époque où la colonisation voulait vraiment s'installer. Donc, il y avait eu un déracinement total. Donc, il y avait eu certains Africains qui ont même commencé à laisser leur culture, à laisser leur tradition pour embrasser celle des autrui, c'est-à-dire celle des colons. Donc, c'est vraiment une lutte qui est très importante parce que, comme on l'avait si bien dit dans les autres émissions précédentes, notre
culture fait notre force. C'est ça qui est notre identité. Et puis lui, il a eu, voilà, je pense qu'il a eu à un certain moment cette idée, notamment entre 1910 et 1920, il défendait plutôt le principe de confier la direction politique des pays africains émancipés de la tutelle européenne aux nationalistes africains qui, alliés aux Afro-Américains, vont bénéficier des retombées économiques et sociales de la coopération transatlantique. Donc déjà, il a envisagé un panafricanisme avant l'heure, n'est-ce pas? Oui, c'était déjà pendant la conférence de Tuskegee en 1912 qu'il avait adopté la position de Washington, Booker Washington, et qui défend l'idée de la régénération de l'Afrique par les Afro-Américains, mais à des fins humanitaires. Mais après aussi, il pensait que la direction politique des pays africains, une fois libérés du joug colonial, doit revenir aux nationalistes africains. Ouais. Donc, avec un partenariat économique et social avec les Afro-Américains. Donc, déjà, comme vous dites, lui, à la base, il était dans ses idées du panafricanisme et donner la direction aux Africains. Même si il défendait le principe de la constitution d'une élite africaine émancipée et progressiste qui pouvait gérer les affaires. Donc, il reconnaissait aussi l'apport économique et social des Afro-Américains, mais il pensait toujours il les critiquait toujours pour leur vision messianique. Donc il était contre ça, mais il appréciait, en fait, il était reconnaissant pour tout cet apport qu'il apportait au sein il allait encore plus loin, parce que si on regarde à travers ses propos, il allait encore plus loin, parce qu'il est l'un des personnes qui croyait plus aussi à la nécessité de la coopération entre Africains. C'est-à-dire que c'était une personne qui avait cette vision d'unité et d'indépendance réelle des Africains, parce que si on regarde à travers ses propos, il avait cette tendance à vouloir que, à travers cette coopération entre les Africains, entre eux, ou entre les descendants africains, il voulait qu'il y ait cette interdépendance réelle entre les pays africains et avoir cette autonomie à travers les différents secteurs que peut composer leur liberté. Parce que si on regarde, ce qui m'intéresse sur lui, c'est la façon dont il a pu être inspiré et inspirer aussi des nouvelles générations. Parce que si on regarde à travers lui, en regardant à travers certaines de mes recherches, j'ai trouvé que il a été aussi l'un des personnes qui a plus influencé Kwame Nkrumah, qu'on connaît très bien avec Africa Must Be United. Et tout le mouvement donc de l'Ouest africain britannique. Oui, parce que à travers sa vision, c'est ça qui passe que en regardant même à travers mes recherches, je me suis rendu compte que à travers ses idées, à travers ses inspirations, à travers ce qu'il prônait, on va voir que ces idées vont aller même en concordance avec ce que Webb Dubois va faire par après, à travers les différents congrès panafricanistes qui vont venir après des dizaines et dizaines d'années. Parce que c'est une personne qui avait cette vision. Parce que ce qui est intéressant pour lui, c'est, si on regarde à travers son parcours, il était journaliste, il était avocat, donc il avait cet esprit ouvert. Donc il était une personne très intellectuelle et rationnelle. Et à travers ses propos, il avait ce combat qui devait réunir les gens à travers cette même cause pour atteindre des objectifs communs. Pour lui, les initiatives panafricaines devaient venir des élites ouest-africaines. Parce qu'il estimait que même si les Afro-Américains étaient assimilés à la culture afro, mais ils n'étaient pas légitimes à diriger les affaires politiques D'ailleurs, il défendait le principe de l'infiltration des institutions coloniales. Oui, justement, moi, c'est là où j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que je pense que nous sommes capables, nous, en tant qu'Africains, de gérer nos propres affaires. C'est tout à fait logique. Donc, je pense que ce n'est pas... nous ne sommes pas obligés d'accepter les autres qui vont venir gérer nos affaires. C'est là où moi j'aime beaucoup son combat. Et son combat du côté de faire vraiment la promotion, c'est-à-dire d'encourager l'intégration économique, politique ici en Afrique aussi. Moi je pense que c'est pour ces idées-là qu'il a rencontré même Garvey, qui avait en ce moment la même lutte
Back to Africa, avec son projet Back to Africa. Donc c'est pourquoi il y a eu l'occasion même de... L'infiltration, parce qu'il va intégrer, Zola, je pense qu'il a intégré les institutions coloniales. Oui, il a intégré en 1916. 1916. Oui. Il était nommé au conseil législatif de la Gold Coast. Il a siégé jusqu'en 1925. C'est-à-dire 9 ans. Oui. Il a siégé jusqu'en 1925. C'est là où on voit aussi qu'il a accepté la participation aux institutions coloniales. Donc, mais c'était par stratégie que en quelque sorte. Il a travaillé au sein du système colonial pour préparer l'autonomie africaine. Oui. Par calcul politique et par pragmatisme peut-être. Oui, c'est pour préparer tout ce qui est autonomie africaine. Et il a plaidé pour le nationalisme ouest-africain qui était inspiré par Edward Blyden aussi. Donc, ils ont tous milité pour l'intégration politique de toute l'Afrique de l'Ouest. Et après avoir intégré cela, il convient donc d'organiser un large mouvement politique en Afrique même. Donc, dont l'idée de ces mouvements portés par un groupe d'intellectuels progressistes et idéalistes au sein de la GCARPS, leur organisation qu'il avait créée avec les 4 pays, à savoir le Ghana, Sierra Leone et Gold Coast. Donc, il y avait les 4 colonies britanniques de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Il a essayé de réunir l'ensemble donc des militants de ces 4 colonies britanniques au sein d'un même mouvement. Il a prôné la création en fait de l'Assemblée internationale pour donner une voix politique à toutes les populations africaines. C'est ce qu'il avait fait pour la lutte interne au sein de ces GCARPS. C'est le congrès des colonies ouest-africaines britanniques. Voilà un petit peu. C'est le premier d'ailleurs parti anticolonialiste qui a vu le jour au Ghana. Voilà, c'était pour réunir ça. Il avait comme projet aussi de réunir tous ces colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest sous une seule nationalité et un seul corps législatif qui est pour surmonter toutes les divisions en fait au sein de... Parce que lui, il apprenait l'idée unité politique d'une conférence panafricaine limitée à l'Afrique de l'Ouest. Il va sillonner d'ailleurs les 4 colonies britanniques de l'Ouest entre 1913, je pense, et 1915. Oui. C'était ça en fait. C'était juste pour surmonter toutes les divisions au sein de ces colonies et pour... il plaidait pour l'unité politique au sein de ça. Donc, surtout, toute cette population ouest-africaine devait gérer eux-mêmes les affaires politiques, devait faire face à tout ce qui est colonie britannique et française, etc. Pour lui, il prenait vraiment ces idées panafricaines que ça vient de l'élite, en fait, ouest-africaine. Et souffle. Oui, justement, et c'est pourquoi il n'était pas d'accord avec les systèmes qui existaient avant. Oui. Parce que pour lui, ces systèmes, il est là installé. Donc, pour lui, on doit vraiment moderniser les choses. Donc, on doit vraiment changer les choses. Donc, c'est pourquoi il luttait même pour... Non, c'est-à-dire comment il défend le principe d'un panafricanisme limité donc à ces 4. Il fallait l'appui de la diaspora africaine, notamment en Angleterre. Et c'est comme ça qu'il va contacter les leaders progressistes de la fameuse Union progressiste africaine de Londres. Donc c'est des militants déjà ghanéens qu'ils vont l'aider à préparer cette conférence panafricaine. Oui, ces idées, en fait, et toutes ces œuvres, ils ont influencé plusieurs leaders et nombreux penseurs panafricains. Et ils ont tous combattu pour l'indépendance et l'unité du continent. Donc, comme vous avez dit, c'était pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais ça s'étend au niveau international. Donc, il a pu influencer au niveau international, malgré qu'il reste une figure qu'on connaît pas vraiment dans l'histoire, mais il était très influent. Et c'était une personne qui a beaucoup donné sur le côté panafricanisme, et il a lutté pour ça, pour l'unité de tout le continent africain. Donc, entre 1919 et 1920, on prépare cette conférence, donc
qui devait se tenir à Accra en mars 1920. Ils vont sillonner, donc un groupe de militants proches de ce leader vont sillonner les 4 colonies britanniques de l'Ouest pour se mettre d'accord pour la tenue d'un congrès panafricain réservé aux colonies britanniques de l'Ouest africain le mois de mars 1920. Oui, effectivement. Et sur ces mots aussi, sur ça, il disait que l'Afrique n'est pas un continent de ténèbres, mais de lumière, avec un passé glorieux et un avenir plein d'espoir, si nous avons seulement le courage de nous éveiller. C'est à partir de là, en fait, il travaillait beaucoup sur cet éveil de conscience et la mobilisation de toutes ces élites ouest-africaines et pour les unir ensemble, pour travailler autant qu'une seule force. Et puis il voulait généraliser le modèle éthiopien à l'époque, l'Éthiopie qui n'était pas encore agressée par l'Italie, donc notamment au début du siècle, c'était le modèle, c'était le berceau de la liberté, de l'anticolonialisme et de l'indépendance africaine d'ailleurs. C'est comme ça qu'on... En fait, moi je pense que c'est pour quand même il a nommé les livres, parce que d'après mes recherches, c'est en référence, c'est en référence, il a nommé les livres éthiopiens Bound. Donc c'était juste vraiment pour dire que c'est un exemple. C'est un exemple, et ces livres ne parlent pas uniquement de l'Éthiopie. Il parle de l'Afrique. Il parle de tous les continents africains, et que l'Éthiopie doit être un exemple concret. Concret pour l'indépendance, pour l'abolition de l'esclavage et pour la lutte anticoloniale. Et à travers le congrès qu'il a organisé avec certaines élites africaines, on constate que vraiment c'est une personne qui a les idées pour vraiment les imposer, pour vraiment stopper cette colonisation, pour vraiment faire tout pour l'abolition de l'esclavage au niveau non seulement de ces quatre zones, mais aussi au niveau de toute l'Afrique entière. Oui, on peut le remarquer à travers même le National Congress of British West Africa, dont il est l'un des créateurs, parce qu'on regarde à travers ça, on voit qu'il y a tellement des idées qui sont prônées. C'est-à-dire que si on regarde que cette National Congress of West Africa, si on regarde les idées dans lesquelles ils ont combattu le plus, si on regarde par exemple, ils ont été les premiers à militer pour une meilleure représentation politique de l'Ouest africaine, ils ont été les premiers à chercher à travers des réformes éducatives sur le côté ouest africain. Ils étaient les premiers à défendre des droits économiques et sociaux. On voit que c'est une personne, à travers ses idées, à travers ce qu'ils avaient créé, ils avaient une orientation qui était claire et nette, et politique qui était claire et nette. Et en repartant avec le livre qui l'a rendu encore plus célèbre, de Ethiopian Unbound, comme je l'ai tout à l'heure dit à travers une des citations de ces livres, où il dit que l'homme noir doit se libérer de la servitude mentale, car c'est là que commence la véritable indépendance. C'est le mot de la fin de cette émission consacrée donc à ce leader panafricain ghanéen, à savoir Joseph Ephraim Kaslé Hayford. C'était Les Africains parlent aux Africains. À la semaine prochaine.